Moi, j'appelle ça la double peine parce que on arrive à un certain âge, donc on vieillit de toute façon, on se fatigue plus facilement, et en même temps, on a l'andropause qui nous tombe dessus. Et même, moi, je dis, t'as même la retraite qui tombe dessus. Et la retraite, c'est pour beaucoup d'hommes, on est désocialisé. On sert plus la société, et en plus, on peut plus même bander, avoir une vie, une sexualité à peu près sympa, épanouie après un certain âge. Ce qui est faux. Encore une fois, c'est faux. On est encore, on a plein de choses à apprendre, plein de choses à faire. C'est comme si on était réduit, comme les femmes, à une fonction. C'est de faire des enfants, bander, pénétrer, éjaculer, et voilà, et faire des enfants. Et c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? Ces dernières années, la parole des femmes s'est libérée et affirmée, invitant les hommes à réévaluer leur place et leur identité dans un monde où les anciennes normes ne correspondent plus aux réalités actuelles. À présent, l'homme est encouragé à se questionner, à demander soutien, à exprimer sa sensibilité et à trouver un équilibre entre force et vulnérabilité. L'intention de ce podcast est d'élargir les horizons, de revisiter les représentations du masculin et d'offrir des perspectives pour mieux se comprendre et renforcer nos liens. Je m'appelle Loïc Gernot, je suis coach relationnel et j'accompagne les hommes à mettre des mots sur leurs ressentis, à exprimer leurs besoins et à affirmer leur singularité. Dans cette dynamique, je vous propose chaque jeudi de partir à la rencontre de personnalités inspirantes qui partagent leur parcours et leurs réflexions sur des thématiques variées autour de la relation à soi, aux autres et aux vivants. Un lundi sur 2, je vous invite également à découvrir un épisode spécial avec une femme qui nous offre son regard sur les masculinités ou avec une conversation entre hommes où nous explorons ensemble des sujets profonds et d'actualité. Si ce podcast résonne pour vous, je vous invite à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à commenter les épisodes sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Vous pouvez également soutenir sa production en contribuant à une cagnotte participative sur Tipeee. Enfin, pour ne rien manquer des futurs épisodes, des ateliers en ligne organisés dans le cadre du podcast, ou encore de mes accompagnements, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Retrouvez tous les liens en description. Bienvenue sur Doma. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'andropause ? C'est un phénomène encore largement méconnu, bien qu'il touche de nombreux hommes à partir d'un certain âge. Pourtant, rares sont ceux qui osent en discuter. Mon invité du jour, le réalisateur Rémi Burkel, a choisi de lever ce voile en réalisant le documentaire L'Andropause, la grande débandade. À travers ce film, il nous fait part de son expérience personnelle face à cette étape de vie souvent bouleversante et complexe à appréhender. Dans cet épisode, nous explorons les symptômes de l'andropause et la manière dont ils remettent en question les notions de performance et de virilité. Rémi nous éclaire sur la façon dont cette transition peut bousculer les idées préconçues sur l'identité masculine et comment elle incite à repenser la sexualité, l'intimité et le rapport au corps. Et plutôt que de le voir comme une fatalité, il souligne l'opportunité qu'elle offre de redéfinir sa masculinité, d'accepter ses vulnérabilités et de transformer cette période en une occasion d'introspection et de réinvention. Alors un épisode pour explorer un sujet rarement abordé et remettre en question les stéréotypes liés à la virilité et envisager la masculinité sous un prisme plus ouvert, vulnérable et bienveillant. Bonne écoute. Salut Rémi. Bonjour Loïc. Bienvenue dans Doma Homme. Merci. Comment te sens-tu ? Quelle est ton humeur ? Quelle est ta météo du jour, du moment ? La météo est bonne, bien reposée, excité de commencer cette interview et je suis en même temps bousculé parce que je suis depuis peu à la retraite et en même temps à la retraite je suis très occupé et j'ai pas mal de projets. Je continue à travailler, cumul emploi retraite, mais tout d'un coup on se dit à la retraite c'est cool, on est bousculé. Plein de choses. D'accord, merci. Moi, je me sens un peu fatigué. La nuit était courte, mais plutôt en joie. Et je suis content d'avoir fait ta connaissance d'une certaine façon. Je trouve que ce dont on va parler est une belle thématique. Donc, bienvenue dans cette émission. Comment tu te présentes, toi, Rémi ? Qu'est-ce que tu aimes dire de toi ? Alors, je commence souvent par dire, parce que j'ai un petit accent, je suis donc franco-américain. Je vis en France, marié avec 4 enfants,
et je suis réalisateur. J'avais du mal à dire, mais je suis réalisateur de documentaires et de fiction depuis maintenant une trentaine, un peu plus de 30 ans. Sous beaucoup pour la télévision française, mais beaucoup de choses à l'international. Et voilà comment je me présente. T'avais du mal à dire que t'étais réalisateur, non? Ouais, j'ai du mal à le dire. J'ai toujours ça accroche un peu, auteur réalisateur. Ah ouais? Ouais, j'assumais pas. Je me dis ouais, je fais ça, c'est un peu prétentieux. C'est cette carrière, ce travail, ça peut être prétentieux. Je travaille pour la télé. Je sais pas, j'avais du mal à le dire. Ça se bafouille toujours. Merci pour ce partage. Et documentaire, il en est question, puisque tu allais réaliser un documentaire qui s'appelle L'Andropause, la grande débandade. On peut le dire déjà tout de suite, qui est encore disponible sur France TV en replay. L'Andropause, c'est quoi l'Andropause, Rémi? Bah, c'est une vaste question parce que c'est un peu un mot, je dirais un mot valise parce que moi j'ai découvert l'andropause. Je sais pas si je commence par ça, mais moi j'ai eu comment on appelle ça, des bouffées de chaleur et ma femme, comme elle est en pleine ménopause avec ses bouffées de chaleur à elle, donc la nuit chacun à son tour on rejetait la couette parce qu'on avait trop chaud même en hiver et donc à un moment donné je me suis dit mais pourquoi j'ai les mêmes symptômes que ma femme qui elle a la ménopause, mais qu'est-ce que j'ai moi, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait et donc je suis allé comme tout un chacun taper sur Google, j'ai googlisé le mot, pas le mot andropause, mais j'ai Des symptômes. Ouais, des symptômes comme bouffée de chaleur masculine. Et là est apparu immédiatement le mot andropause et des chats, des choses là-dessus avec plein de symptômes. Et d'autres symptômes que j'avais, baisse de libido, problème d'érection. Mes érections étaient parfois molles ou inexistantes. Et ça m'a chagriné parce que j'avais jamais eu ça de ma vie. J'ai jamais eu de problème du tout. Et je suis plutôt en bonne santé. Donc, ouais, et puis il y a d'autres choses, dépression, en tout cas mélancolie, dépression, prise de poids, rétrécissement du sexe, donc, Ah ouais? pénis, oui, des seins et prise de sein. Il y a plein de termes comme ça et bon après ça peut aussi décrire d'autres problèmes. Donc des problèmes plus graves comme des problèmes de circulation. Donc voilà, donc ça m'a un peu paniqué et puis j'ai découvert ce mot andropause. C'est vraiment l'équivalent de la ménopause féminine ou pas spécialement? On partage des symptômes comme la ménopause, mais la ménopause, c'est l'arrêt des règles et l'arrêt de la possibilité de procréer, d'avoir un enfant, en tout cas d'avoir un enfant pour une femme. L'homme, non. L'homme, rien s'arrête brutalement. On a une baisse de testostérone dans le sang à partir de 30 ans, de façon progressive. Alors sur certains c'est plus rapide, mais beaucoup de symptômes sont effectivement dus à ça. Mais bon, par contre, on peut procréer même sans érection, on peut faire des bébés. Tant qu'on peut jouir, tant que le sperme peut sortir, on peut jusqu'à sa mort faire des enfants. Après, je ne sais pas la qualité du sperme, mais je sais qu'on peut avoir des enfants encore une fois, d'après ce que j'ai appris moi dans mon parcours. Quand j'ai découvert le mot andropause, j'ai commencé à me dire tiens, est-ce que ce serait pas un sujet de documentaire d'apprendre ce que c'est que ce phénomène? Et c'est là où j'ai eu l'idée de me lancer sur une enquête très personnelle. Parce que comme je me mets en scène et je montre comment je vis l'andropause moi et je vais à la rencontre d'autres hommes qui vivent l'andropause, où ils savent, est-ce que les hommes qui savent ce que c'est? Et c'est vrai que la majorité des hommes que j'ai commencé au début à questionner, on savait pas. Personne ne savait. Ils avaient vaguement entendu le mot, alors que moi, j'avais jamais entendu ce mot. Alors, je sais pas si toi, tu le connaissais, ce mot? Tu le connais? Moi, je l'ai connu, je crois, suite au livre de Anne-Cécile Leblanc, Michelet. je crois voilà, Michelet, pardon. Voilà. Et voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est une thématique depuis longtemps que j'avais envie d'explorer. Donc, ton documentaire est venu à point. Et à quel âge, pour toi, ça s'est déclaré, du coup? Moi, c'était autour de 57, 58 ans. Je pense que j'avais déjà les bouffées de chaleur, mais
le baisse de libido et les problèmes d'érection sont arrivés. J'étais sur un projet très stressant et je pense que tout a été lié à ce moment-là. Mais je sais que les bouffées de chaleur, je les avais déjà depuis quelques années, mais j'ai jamais fait le lien avec les bouffées de chaleur de ma femme. Ce que j'ai fait plus tard. J'ai fait au moment où j'ai vraiment commencé à réfléchir au film. Je me suis dit, mais tes bouffées de chaleur comme les miennes, comment ça fonctionne et tout ça. Et donc c'est là où on a commencé à en rire. On en riait parce que c'était tellement drôle de tous les deux avoir les mêmes symptômes, parce qu'elle avait une baisse des libido aussi, et ce qui est toujours inhérent à la ménopause. Les femmes ont moins envie de faire l'amour, donc évidemment certains hommes, en tout cas moi je fais partie des hommes qui ont très envie de faire l'amour, donc jusqu'à mes problèmes. Mais même après mes problèmes, on a essayé de trouver d'autres moyens de comment quand tu viens faire l'amour et qu'est-ce qui était important dans l'amour. Est-ce que c'était la pénétration, la performance, ou est-ce que c'était le moment tendre partagé entre nous? Et on a décidé que c'était effectivement le moment de tendresse qui était vraiment important et qui pouvait amener sur autre chose. Amener sur de faire l'amour, mais c'était un peu différent. Mais on en parlait. C'était important. C'était la communication entre nous. C'est de continuer même si j'ai des problèmes ou un homme a des problèmes, s'il est en couple avec un homme ou une femme, c'est d'en parler, c'est de pas le cacher. C'est grave, c'est définitif, c'est l'andropause Non, c'est pas grave, mais ça peut, comme ça atteint les hommes dans les hommes. Tu m'as cité le titre d'un livre, Je bande donc je suis, mais ce terme, je l'avais entendu bien avant. C'est quand même très indicateur de quelque chose. Ça veut dire que si tu dis je bande donc je suis, ça veut dire que tu es une érection, tu es cette érection, mais une érection c'est aussi autant psychologique que physiologique. C'est le sang qui va rentrer dans les corps spongieux de la verge, et la verge il va aller en érection, mais on contrôle pas tout ça. Je veux dire, on sait depuis une nuit des temps que on ne contrôle pas cette érection. Toujours, elle peut venir quand on est jeune, elle vient et on est embarrassé parce qu'on est excité par une jeune fille ou une jeune homme, ou à l'âge adulte, elle vient ou elle vient pas. Comme dit un des personnages dans mon film Valentin, il dit à l'arrivée de l'andropause, on est rigide, mais on n'est pas rigide là où il faudrait être. On est rigide dans ses membres, dans son dos, mais on n'est pas rigide dans son sexe quand on le veut. Donc on ne contrôle pas. Et ça nous ramène aussi, on en parlera, à la performance. Et les hommes, on est encore avec le porno et tout ça, on est quand même très sur la performance masculine, de performer, ce que veut dire c'est pénétrer, et voilà, et la pénétration, et que la sexualité se résume quasiment à ça. Et en face, si je puis aller là-dessus, c'est que j'ai parlé avec des femmes qui m'ont dit, mais un homme qui ne bande pas, c'est un homme qui ne désire pas. Ouais, ça leur pose un vrai problème. Ça pose un vrai problème. Mais tu citais tout à l'heure Anne-Cécile Michelet. Moi je l'ai rencontrée pendant ma recherche autour du sujet. Elle était en train d'écrire son livre, et c'est Mathieu Thomé qui nous a mis en contact, que tu as interviewé. Et avec Anne-Cécile, on a beaucoup échangé. On a beaucoup échangé parce que son livre, tout ce que vous devez savoir sur l'andropause sans jamais oser demander, est un super bon livre sur le sujet, très complet. Et on a beaucoup discuté autour de ça. Et aussi, je pense qu'avec elle aussi, sur le fait qu'un homme qui ne bande pas, c'est un homme qui ne désire pas. Et c'est faux. Je pense que c'est faux, mais on est tous là-dessus. Il y a à déconstruire de partout. Ouais. Oui. Et comment on peut savoir qui aller voir pour si on a l'impression on constate ces symptômes? Alors, tout à l'heure tu m'as demandé est-ce que c'est définitif? Non. Contrairement à la femme, c'est pas définitif, parce qu'on a effectivement des solutions.
et il faut aller voir donc son médecin traitant d'abord, et après le médecin traitant vous on verra vers un neurologue. Un neurologue, andrologue. Et neurologue, andrologue, c'est souvent la même personne qui sont le pendant gynécologique des hommes. C'est l'urologue, c'est gynécologue qui connaît, c'est un gynécologue pour les hommes qui connaît par cœur le système sexuel masculin, l'appareil sexuel masculin, parce que je connaissais très peu moi sur ma prostate, le lien entre la prostate, ce que la prostate produit comme hormones liées à mes testicules et tout ça. Je connaissais très peu comment fonctionnait vraiment la verge exactement, alors que maintenant j'ai plus de 60 ans. Tu te dis je devrais être au courant et j'étais pas. Donc on va voir un neurologue andrologue et lui il va vérifier déjà si on n'a pas le prémisse du cancer de la prostate et vérifie que la verge est en bon état et que ça peut être un problème circulatoire, et donc ça il y a des différentes médicaments, je suppose, pour ça, ou c'est un problème circulatoire, ça peut être un problème veineux plus grave. Donc c'est bien d'aller consulter et voir dans quel état est sa prostate et son appareil génital. Et ça même à l'âge moi je trouve que ça aurait été super d'amener les adolescents voir ces médecins-là, ces spécialistes pour comprendre, juste qu'ils expliquent comment ça marche. Et puis dire oui, ton sexe est à une taille normale, vous inquiétez pas, vous avez pas parce que les hommes souffrent beaucoup de la taille de leur sexe. Moi, j'ai un petit sexe, je le dis honnêtement. Heureusement, elle se dit très bien ma femme parce elle veut pas un gros sexe. Et souvent, les femmes n'aiment pas les gros sexes de toute façon parce que ça fait mal. Mais beaucoup d'hommes sont traumatisés par la taille de leur sexe. Et moi, je suis pas traumatisé, mais j'aimais pas trop me mettre à poil devant les hommes à une époque. Je voulais pas trop qu'ils voient que j'avais apparemment un sexe de taille tout à fait normale. Mais ça traumatise d'autant plus quand elle fonctionne pas. On se pose beaucoup de questions. Ouais, on en revient aux comparaisons, toujours oui, je pense qu'on est beaucoup d'hommes à être passés par là, à se questionner sur la taille de notre pénis, à se demander, mais est-ce qu'il est suffisamment grand, est-ce qu'il est suffisamment performant? Et juste, effectivement, on va bifurquer petit à petit vers tout ça. Il y a des traitements hormonaux, c'est ça, pour un peu venir aider sur les bouffées ou sur des choses comme ça. Pas pour les bouffées. Pour les bouffées de chaleur, il y a un médicament qui va être mis sur le marché pour les femmes. Et c'est le premier médicament qui va traiter directement aux hormones, directement les bouffées de chaleur. Donc, imagine que les femmes on donne des hormones aux femmes depuis des décennies. Et là, on vient juste de trouver quelque chose qui va s'adresser directement aux bouffées de chaleur féminin. Les hommes, je pense que ça n'est même pas, j'ai même pas su celui-là, on peut l'utiliser. Mais bon, déjà, il faut qu'un homme souffre de ça. Donc, certains hommes souffrent de ça, pas d'autres. Les autres traitements sont, il y a le Viagra, il y a différentes formes de Viagra ou Cialis, qui est aussi une autre molécule qu'on donne aux hommes pour retrouver un peu de tonus dans leur érection. Ensuite, il y a de faire un traitement à base de l'hormone testostérone. Donc, on peut en donner en piqûre, en gel, aux hommes, mais ça, il faut voir son médecin parce qu'il y a une polémique entre est-ce qu'on peut le donner à tout le monde ou est-ce qu'il faut vérifier vraiment si on a une probabilité d'avoir le cancer des prostates, est-ce que ça l'aggrave ou pas. Mais ça, je vous laisse les médecins en parler, je suis pas spécialiste. Mais ça peut marcher. Moi, je l'ai pas fait. En fait, j'ai décidé bizarrement entre 2 prises de sang, mon niveau de testostérone a complètement évolué et est redevenu à la normale. Donc, je n'ai pas pris. Et après, pour avoir des érections, il y a aussi des piqûres dans la verge qui vont faire que le sang arrive, qui font pas mal du tout, d'après ce que l'on m'a expliqué. Et l'autre chose, c'est une pompe. Il y a une petite pompe qu'on met sur la verge et on va pomper pour faire venir le sang. Et après, on a un anneau pour bloquer le sang dans la verge. Voilà toutes les choses que je sais, mais il y en a peut-être d'autres. Du coup, toi, t'as rien testé?
à ce que j'entends. Non, moi, Cialis. Moi, Ouais. j'ai pris du Cialis qui est une forme de Viagra, mais bon, moins qu'on prend plus à long terme. Et ça a marché. En fait, mon médecin me l'a donné en médecin traitant d'abord en disant, prends ça. Parce que ça va aller mieux. Si tu prends ça, ça va te donner, tu vas retrouver une forme d'érection et ça va te donner confiance. Donc, tu auras plus peur de pas en avoir. Donc, j'en ai pris. En fait, ça se vend par 4. Donc, c'est très cher et ça se vend par 4. C'est assez drôle parce que même le Viagra, c'est 4 ou 6 quand on l'achète en pharmacie, comme je l'ai fait dans le film. Mais et c'est le problématique de prendre quelque chose, de dire alors chérie, dans une demi-heure il faut qu'on fasse l'amour parce qu'il faut que je prenne ma pilule avant et tout ça. Donc ça peut désamorcer un peu le truc, ça peut rendre le truc un peu moins romantique à ce niveau-là. Donc moi je le prenais, je l'ai pris. Je suis pas, ça a à peu près marché. Je veux dire, c'est quand même une molécule qui marche, mais c'est vrai que c'est flippant quand on voit tous les effets secondaires. Moi, je suis un peu hypochondriaque, donc ça m'a un peu fait flipper. Mais moi, j'ai retrouvé après quelque temps des érections. Ça va, c'est pas incroyable. Il dure pas très longtemps, mais ça, comme mon niveau de testostérone est remonté, ça va à peu près. Et ma libido, elle est fluctuante. C'est ça, c'est un truc qu'on ne dit jamais. Ce que j'ai en tout cas dans mes lectures, c'est de savoir qu'un homme aussi a un cycle hormonal mensuel comme une femme, parce que son corps produit du testostérone. Donc il a des hauts et des bas. Et à un moment, il est un peu plus émotif que d'autres. Il l'avoue. Les hommes, beaucoup en général, l'avouent pas. Ils disent que oui, ma femme, elle est ragnagna, elle est hystérique, nanana. En fait, les hommes ont les mêmes ont aussi des hauts et des bas similaires. Et ça, je pense qu'il faut que ce soit dit, que eux aussi, et qu'on accepte qu'on peut être aussi émotif que n'importe qui. Je dis femme, je veux dire, c'est quand même con de dire ça. C'est comme n'importe quel autre être humain, on peut avoir des hauts et des bas. Moi, je pleure. Moi, j'ai aucun problème à pleurer. Mes filles et ma femme, elles adorent se moquer de moi quand je pleure devant un film où je pleure. J'ai une bouffée d'émotion. Et ben moi, je dis, allez vous faire voir. Moi, je pleure. Moi, j'aime bien et ça fait du bien de pleurer. J'ai vraiment besoin de pleurer. Et c'est très mal vu dans le professionnel. Ouais. Et oui, moi c'est ça va faire l'objet d'un épisode prochainement. Je vais inviter des hommes, on va parler de cycle masculin. Et c'est toujours rigolo quand j'en parle à des femmes. Les femmes me disent je le savais, je le dis à chaque fois à mon mec. C'est bravo, assez rigolo. Félicite Loïc pour ce que tu fais, c'est vraiment important. Super. Merci. Et d'utilité publique. Merci. Et du coup, quand t'as voulu faire ce documentaire sur cette thématique dont on ne parle pas, tu vois, j'en parlais l'autre jour avec ma cousine, justement, elle m'a dit quoi, l'andropause? C'est quoi? Jamais entendu, tu vois. Comment ça a été accueilli, ta proposition, en fait, cette idée? Écoute, ça a été super bien accueilli, en fait, parce que d'abord, j'ai choisi une productrice femme avec qui je voulais travailler depuis longtemps et elle a adoré l'idée. Et Song, femme, je lui rends honneur. Et elle travaille aussi dans une production qui fait pas mal de podcasts avec Ovidie sur la sexualité masculine et tout ça, avec Tancred Ramonet, qui est aussi un des producteurs. Et donc, ils étaient super, ils trouvaient ça super de traiter ce sujet. Et après, on est allé voir France 2, avec qui j'avais travaillé juste avant avec eux, sur un autre projet qui avait rien à voir, mais qui était sur le viol dans le sport, dans le sport de haut niveau. Et donc, ils ont été super réceptifs en fait. Ils ont dit mais on n'a jamais fait ça, on fait beaucoup de ménopause, mais on n'a jamais fait un film sur l'andropause. Et allons-y, et super content parce qu'ils allaient apprendre des choses. Celui qui s'est occupé du film m'a dit c'est super, je vais apprendre des choses. Et il a appris qu'il avait une prostate déjà, c'était pas mal. C'est pas mal. À 50 ans, il a appris qu'il avait une prostate, comment ça fonctionnait, il allait se faire ausculter. Il était très content de ça et on
on a beaucoup ri. C'est vrai que ça nous a beaucoup fait rire, mais non, ils étaient super et ils ont été très accompagnants sur tout le. Après, la barre était assez haute parce que je voulais absolument, si moi je me mettais en scène, je voulais que mes témoins parlent à visage découvert. Et dans ce processus qu'on voit dans le film, c'est le vrai processus, c'est les paroles qu'on entend au téléphone, c'est les vraies paroles d'hommes que j'ai après interviewées. Et il y a une vingtaine de personnes que j'ai eues au téléphone partout en France qui ont refusé de témoigner à visage découvert. Ils ne voulaient pas en parler, mais ils savaient ce que c'était. Ils étaient au courant de l'andropause, ils avaient vécu des symptômes et ils ont dit. Bah, jamais de la vie, quoi. On va se moquer de nous, on travaille encore, qu'est-ce que ils vont penser de nous? Au lieu de se dire, OK, je prends le risque parce que c'est important. C'est important de faire passer ce message. Je leur jette pas la pierre, je comprends, les gens sont pas, on n'est pas tous égaux face à ça, face à cette pudibonderie qui entoure la sexualité masculine ou féminine. Je veux dire, mais je cherchais les témoins à visage découvert et ma grande chance a été de tomber sur le livre de Jean-Philippe de Tonac, que tu as interviewé, éloge de la vulnérabilité des hommes. Voilà. Éloge de la vérité des hommes. La vulnérabilité. La vulnérabilité. Je dis dur, vérité, la vulnérabilité, excuse-moi. Et ce livre qui m'a beaucoup ouvert des portes parce que j'ai rencontré grâce à lui plusieurs personnages qui sont dans le livre et qui ont eux accepté de témoigner à visage découvert. Et après j'en ai eu d'autres. J'ai un copain qui a accepté et d'autres personnes que j'ai trouvées. On a fait un appel sur Internet, sur Facebook. On a eu une seule personne. Wow. Et bon. C'est Valentin. C'est Valentin qui est dans le film et qui est formidable et très touchant et voilà. Donc je remercie Jean-Philippe pour son livre et d'avoir mis les contacts de ces personnages à la fin du livre et d'autres. Je remercie tous les témoins. De toute façon, ils ont été formidables et c'est mes héros et je les remercie encore aujourd'hui et voilà. Ouais, parce que on est sur de la vulnérabilité toujours, on est toujours sur cette thématique et qu'est-ce que ça vient toucher en fait l'andropause? Tu l'as déjà abordé à travers ce qui est dit depuis tout à l'heure, mais ça vient toucher la virilité de l'homme, notamment par la bandaison, et oui, c'est mais c'est la double peine, hein, moi j'appelle ça la double peine parce que on arrive à un certain âge, donc on vieillit de toute façon, on se fatigue plus facilement, et en même temps, on a l'andropause qui nous tombe dessus. Et même moi je dis, t'as même la retraite qui tombe dessus. Et la retraite, c'est pour beaucoup d'hommes, on est désocialisé, on sert plus la société, et en plus on peut plus même plus bander, avoir une vie, une sexualité à peu près sympa, épanouie après un certain âge. Ce qui est faux, encore une fois. Oui. C'est faux. Mais ça, on soulèvera, c'est complètement faux. On est encore, on a plein de choses à apprendre, plein de choses à faire et c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on est, c'est un peu le même punition que les femmes sentent quand elles sont ménopausées. Elles ne servent plus la société. Elle ne peut plus procréer, donc elle peut plus faire d'enfants, donc elles servent plus à rien. Et pendant très longtemps, je pense que ça a été un vrai problématique. Ce qui l'est plus actuellement. Je pense qu'elles ont compris qu'elles servent beaucoup à la société à plein de façons. Ouais, c'est ce que je sais plus si c'est dans le documentaire où il y a quelqu'un qui dit je bande plus, je vais pas le crier sur les toits quoi. Et il y a vraiment cette peur de ne plus être utile à la société quoi. Non, bien sûr. Non, c'est vrai. C'est comme si on était réduit comme les femmes à une fonction. C'est de faire des enfants, bander, pénétrer, éjaculer et voilà, et faire des enfants. Et c'est pas vrai. C'est ce que moi ça m'a apporté de faire ce film, c'est de lire. Je lisais
tout ce que je trouvais sur la masculinité. Donc, il y a le mythe de la virilité de Olivia Gazalet. Mm. Il y a on ne naît pas homme, de Daisy Le Tourneur qui est formidable pris le dicton, ce que disait Simone de Beauvoir, c'est on ne naît pas femme. Et ben ouais, on n'est pas homme non plus. On est culturellement, on est formé à être des hommes. Oui, on est avec un pénis, ça c'est sûr. Mais culturellement, on nous apprend à être Un quelqu'un. certain type d'homme. Un petit homme qui doit bander, qui doit être fort, qui doit pas pleurer et doit taper quand on est agressé, on doit se défendre. Et ça, on n'en est pas, on est loin d'en être sorti de ça. Très loin. Ouais, je crois qu'il y a un des témoins à un moment qui dit, qui s'est questionné, il s'est dit mince, je suis pas assez homme. Qu'est-ce que t'as ressenti à écouter ces témoignages d'hommes lors de cette aventure de ce documentaire? Bah, que c'était pas, ils étaient encore, malgré les hommes, la plupart des hommes avec qui qui ont témoigné, c'était quand même, c'est paradoxal parce qu'ils ont tous fait un peu de travail sur eux-mêmes. Donc, c'est ce qui leur permettait de témoigner à visage découvert parce qu'ils avaient pas honte de leur situation, mais tu sentais quand même qu'ils étaient encore préoccupés par le fait d'avoir des problèmes d'érection, ce qui leur posait des problèmes pour avoir des relations sexuelles comme avant, grosso modo comme avant leurs symptômes. Et ouais, ça veut dire que même si tu fais un travail sur toi-même, t'es pas encore totalement guéri. Moi-même, quand je pose la question à ma femme, ça va, c'est assez dur, tu sens quelque chose, ouais, tu te poses quand même la question. Alors, elle me dit, ça va, t'inquiète. Il y a beaucoup d'humour. Et moi, faut pas que tu me vexes non plus, hein. Tu dis, ouais, t'es pas sympa, hein. Mais bon, je bande différemment qu'avant. Donc, c'est drôle. Les hommes sont quand même encore touchés par ça. On est encore touché par ça. Et j'ai même je connais quelqu'un qui m'a dit, à 70 ans, j'arrête de faire l'amour. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, bah ouais, parce que je veux pas être confronté à ces problèmes d'érection, tout ça. J'arrête de faire l'amour. Alors que bon, je dis, mais t'as pas réfléchi et ta compagne, peut-être que tu fasses l'amour encore. Et puis il y a d'autres moyens de faire l'amour. Donc t'es centré sur toi et pas sur sur ta femme apparemment. Lui, il est hétéro, mais non, ça pose vraiment un questionnement. Et un truc qui me vient à l'esprit, c'est que ça pose aussi un questionnement à un moment fondamental dans notre vie. C'est qu'on est en plein MeToo, en plein remise en question de tout ce qui est masculinité, la violence masculine envers les femmes, envers d'autres hommes aussi. Mais je trouve que c'est un moment vachement intéressant, passionnant, flippant pour beaucoup d'hommes. Mais bon, moi, je suis pas dans le circuit d'aller draguer et tout ça, donc ça me pose moins de problèmes. Mais je pense que c'est un moment fascinant. Bon, ça, hein, c'est vraiment bien. Je partage pleinement, même si à l'heure où on se parle, il y a quand même des événements qui sont en tout cas, qui personnellement m'amènent pas mal de dégoût. Mais voilà, ça provoque des choses désagréables, mais c'est aussi une opportunité. Moi, je le vois comme une opportunité justement de mettre en lumière tout ça et ce qu'on est en train de faire là et y participe, je crois. Tout à fait. Et la question du désir, toi, comment le désir, t'en ressens encore du désir? Ah oui. La femme. Oui, c'est beaucoup plus. Je veux dire, c'est pas revenu comme avant et ça c'est plutôt reposant parce que je trouve que d'avoir ce désir qui te taraude, tu vois quelqu'un qui t'attire dans la rue, ça se met en route, tu dis attends, c'est bon, calmons-nous. Moi j'ai moins ce désir-là, mais le désir pour ma femme est toujours là. Elle est
moins. Comme je dis, avant, elle est moins, ma libido était plus reposante. Elle est pas toujours, c'est plus reposant. Donc c'est plus reposant pour elle aussi. Donc moi, je suis moins en train de dire, mais il faudrait qu'on fasse l'amour. Oublions pas, on fasse l'amour. Mais donc mon désir est là. Et il est plus fluctuant, on va dire. Mais il y a toujours un désir. Il revient, il est toujours là. Et de toute façon, même si on prend du Viagra, si t'as pas de désir, ça marche pas. Sans désir, le Viagra marche si on a du désir. Bon, donc ça me l'a dit, la sexologue me l'a dit, le médecin là, me l'a dit. Si on n'a pas de désir, même si tu prends la petite pilule bleue, ça marche pas sans. Faut avoir du désir. Et ça, oui, oui. Mon désir est moindre, mais il est toujours là. Et ouais, tu l'as évoqué déjà. Du coup, bah, ça vient questionner notre sexualité, notre rapport à notre sexualité, nous hommes. En tout cas, j'entends le fait, du coup, de pas avoir d'érection, moins d'érection et peut-être moins dur. Ouais, c'est une opportunité d'inventer l'amour. Comment toi, à travers ton expérience ou les témoignages, Là, c'est ça. Non, mais je pense tu peux que nous c'est éclairer un peu exactement ça. là-dessus. C'est de réinventer, déjà de se dire, de se tourner peut-être plus en termes d'amour, c'est quoi être amoureux, c'est quoi d'être un homme face à son compagnon ou sa compagne, qu'est-ce que ça, en disant que donc on n'est plus là pour performer et pour grimper au rideau à chaque en tout cas on peut plus performer, pénétrer comme on faisait avant. Est-ce que il faut pas se tourner vers d'autres façons de faire l'amour? Dans le film, on évoque juste en passant parce que je trouvais que c'était un chapitre énorme. Toutes les différentes possibilités. Si on peut déjà aller voir une sexologue comme Nathalie Giraud qui est dans le film, qui est très bien et qui va réapprendre aux hommes à faire l'amour. Alors en tout cas leur indiquer différentes choses à faire des stages. L'homme, il y a un truc que j'ai beaucoup réfléchi qui est pas dans le film, mais j'ai beaucoup lu sur la pénétration. C'est la pénétration anale. Donc, c'est de dire que, bon, les hétéros, ils aiment pas beaucoup ça, et très peu. Donc, mais en même temps, pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi pas être la personne pénétrée? En tout cas, ils le disent pas. Voilà. Non, ils le disent pas. T'as raison, tu as raison. Mais il y avait deux livres que j'ai adorés. C'était L'homme pénétré, qui était une BD là-dessus, et un autre, ça s'appelle Au-delà de la pénétration de Martin Page. Olivier Py, c'est l'autre qui a fait le premier qui s'appelle L'homme pénétré. Mais tu dis oui, effectivement, on n'y pense pas nous. Déjà qu'une femme nous pénètre avec un doigt, un godemiché ou quoi, il paraît que c'est très plaisant. Mais moi, je l'ai pas vécu, donc je sais que, mais on m'a dit que c'était super plaisant. Mais ça, c'est un peu extrême, mais c'est juste de savoir que qu'est-ce qu'il y a dans l'amour moi, je me suis posé la question, c'est que ce que j'aime dans l'amour, c'est la tendresse, c'est toucher de la peau, c'est de masser, c'est de revenir. Donc ça, on va dire que c'est le slow sex ou le tantra, c'est de dire qu'il y a d'autres choses que l'acte sexuel, d'arriver à la jouissance tout de suite, c'est de prendre son temps et de pouvoir palper, toucher et de discuter, de savoir ce que veut la personne, son partenaire sexuel. C'est vrai que parfois on est juste dans son propre plaisir et le fait de pas pouvoir bander, ça veut pas dire que tu peux pas jouir et avoir du plaisir pour un homme. Il faut vraiment enlever ça. C'est juste que tu n'auras pas un sexe dur. Mais il y a plein de techniques. Il faut aller voir les livres et justement le livre de Anne-Cécile va très loin là-dedans. Elle va très loin et puis après bon il y a même plein d'autres livres sur le slow sex et même comment ça s'appelle Mary Denzel qui a écrit Sex and the 60 en jouant sur le truc Sex and the City. C'est tout un livre sur la sexualité au-delà de 60 ans jusqu'à 90 ans, 100 ans, avec plein de témoignages vachement intéressants. Donc pour moi, c'était ça, c'est de tourner et de vraiment avoir la conversation avec ma femme en me disant qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce que tu as envie, quand est-ce que tu es disponible pour faire l'amour, parce que ça aussi si t'as une baisse de libido de deux côtés,
Ça veut dire que ta femme va peut-être pas, ou ton homme n'a pas peut-être pas envie de faire l'amour autant qu'avant. Et puis après, pour les femmes, c'est la sécheresse vaginale qui va arriver. Ça veut dire que la pénétration va être peut-être douloureuse. Donc il faut faire appel à ça. Et il faut surtout, dans mon esprit, c'est discuter, communiquer et surtout pas euh, victimiser l'autre. De dire l'autre, l'agresser en disant ouais, c'est à cause de toi, t'es pas assez sexy, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Je veux dire, dans agresser une femme ou une femme qui agresse son mec en disant ouais, tu me désires pas, tu bandes pas, tu me désires plus, est-ce que tu me trompes? Des femmes accusent leurs hommes. Après, Nathalie Giraud, la sexologue, elle a déjà entendu des femmes qui accusaient leurs hommes de les tromper parce qu'ils bandaient pas. C'est juste parce que physiologiquement, il n'arrive plus. Et donc, c'est complètement toutes ces choses-là, je trouve. Il faut créer le désir. Il faut arriver à créer le désir. Et ce moment-là, effectivement, et ce désir-là, c'est par des surprises, par des choses. Aller trouver, aller faire un week-end entre amoureux, c'est aussi se redonner envie. Et je sais que dès que j'amène ma femme ailleurs, une surprise, l'amener ailleurs quelque part, dans un hôtel sympa à la campagne, ça va aussi aider à nous donner envie. Déjà, merci pour ces partages, on va dire ces conseils aussi pour venir aborder la sexualité différemment. Et je trouve ça une belle opportunité aussi de, même si c'est désagréable pour certains hommes, de venir repenser les choses. Il faudrait, mais bon, pour moi, ça, on devrait même pas en passer par là. Non, bien sûr. Et t'as pas aussi, on pourrait parler aussi de sexualité énergétique, hein, parce qu'il y a aussi ça. Non, bien sûr, tout à fait. Oui. Mais je connais moins. Je veux pas me lancer sur des choses que j'ai connues moins. Je connais moins et je laisserai des gens qui s'y connaissent de s'y mettre. Moi, j'ai pas beaucoup prolongé en dehors de mes lectures. Je ne suis pas allé à des stages de tantra et tout ça. Même si ça m'intéresse, peut-être que je le ferai. Mais dans le cadre en tout cas du projet, j'ai pas été. J'ai pas été là-dessus. Et comment on a parlé des femmes, comment le documentaire et cette thématique, elle est accueillie par les femmes? Elle est beaucoup mieux accueillie par les femmes que par les hommes. En tout cas, les hommes sont dans un espèce de déni. Quand ils ont diffusé France 2 a diffusé en mai, ils ont pu nous rendre les chiffres en disant que 80% des plus de 300 000 personnes qui l'ont vu à l'antenne étaient des femmes. Et que les hommes, il y a 20% d'hommes qui ont déconnecté au bout d'un quart d'heure. Ils avaient pas envie de voir ça, d'entendre ça, alors que le ton est quand même plutôt joyeux, plutôt bienveillant. J'attaque rien. Il y a pas de moquerie, on est quand même dans la bienveillance et dans l'humour et pour raconter cette enquête. Mais les femmes le reçoivent très bien. Je reçois beaucoup de messages de femmes disant enfin, c'est super, je vais le montrer à mon compagnon, je vois mon mari, on va le regarder, je vais le forcer à regarder, enfin j'ai des réponses. Et j'ai quand même eu quelques hommes qui m'ont dit c'était courageux et que ils apprécié que ça existe. Il y en a même un qui m'a écrit et en plus tu as un beau cul. Oui, c'est très mignon. Ce qui est dingue, ce que tu dis dans le documentaire, c'est quand même que ça touche un tiers des hommes qui ont plus de 50 ans et un homme sur deux à partir de 70 ans. Donc c'est pas rien, quoi. C'est énorme. C'est quasiment nous tous, ouais. Nous tous, mais Anne-Cécile disait c'était un cadeau qu'on fait aux hommes, et je dis oui, c'est une espèce de cadeau, mais il faut bien, un cadeau, ça se reçoit, donc il faut que les hommes acceptent c'est un cadeau, et que on puisse trouver des parades, ou une façon d'autre. Pour moi, c'est une vraie façon d'autre de voir la vie, de dire qu'on n'est plus là, on n'est pas, il faut remettre en question, on n'est pas là pour dominer les femmes, on n'est pas là pour les pénétrer par tous les trous possibles, pour performer, on est là juste pour être à l'égalité et à être à l'écoute et écouter nos émotions. Et par exemple, quand toi tu demandes quelle est la météo du jour, pour moi c'est ça, c'est qu'on se ressent quoi aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on a envie de partager. Et le film est beaucoup pour moi sur le partage, la communication entre hommes et entre hommes et femmes.
mais de communiquer, d'arrêter. Il y avait un personnage qui est pas dans le film qui a créé un site sur la sexualité assez débridée et elle disait communiquer pour mieux niquer. Voilà. Et c'est une femme qui a 70 ans qui dit ça. Je trouve ça génial. Oui, il faut pas réduire l'andropause qu'à la sexualité. C'est autre chose. Je pense que c'est une phase de la vie, pour la vie des femmes, et ça nous met sur une espèce potentiellement sur une pied d'égalité avec les femmes. Mais je trouve que c'est de se remettre en question, de se poser des questions et peut-être être plus à l'écoute de ce qu'elles vivent avec la ménopause, parce que pour certaines c'est très pénible. Mais déjà il y avait les règles douloureuses. Moi j'ai 3 filles, je suis père de 3 filles, et je peux te dire qu'il y en a pas une qui a pas des règles douloureuses. Et quand on sait ça et on voit ça, et que à peine maintenant c'est reconnu comme étant une maladie au niveau du travail, on peut rentrer à la maison et prendre un jour de repos, c'est quand même dément qu'on en soit là, parce que je sais pas, si t'es en couple, si t'es hétéro en couple avec une femme, même si t'es lesbienne et en couple avec des femmes, tu sais très bien, tu vois très bien ce que ça représente comme difficulté. Et nous, on prend pas ça en compte, on regarde pas ça. Et pareil pour la ménopause, qui peut être très douloureuse, qui peut vraiment affecter une femme, on prend pas ça assez en cause, en question, on n'est pas assez au fait de ça. Et on a peut-être beaucoup d'hommes n'ont pas envie d'être au fait de ça, et ni de leur andropause à eux. Oui, il y a toute une éducation à faire, il y a des choses à mettre en lumière. Tu vois, ce que tu évoques aussi, ça me fait penser à la contraception masculine qui viendra aussi, j'espère, dans ce podcast. Et il y a des moments qui t'ont touché, toi, dans ce documentaire, des choses qui, ouais. Ben moi, ce qui m'a touché, c'est que ce qui me plaît énormément, c'est que tous ces hommes que j'ai interviewés, ils avaient comme encore le désir, l'envie de faire l'amour, envie de partager avec leur compagne ou compagnon quelque chose de positif. Et malgré tout, ils avaient envie de continuer, donc trouver des solutions et qu'ils arrivaient à en parler. Et ça m'a beaucoup touché, et de savoir, par exemple, Marie de Henzel m'a beaucoup, bon, c'est pas dans le film parce que ça ne servait pas nos propos, mais elle avait beaucoup de contacts de personnes qui avaient même jusqu'à 90 ans et plus envie de faire l'amour, envie de envisager ça. Et la sexologue Nathalie Giraud, avait dit même, il y a un monsieur qui est venu la voir, il voulait faire ah non, c'est pas Nathalie, c'est Dr Marc Galliano, l'urologue andrologue que j'ai vu, m'avait dit, ouais, un mec qui était venu, il voulait absolument, il était remis en couple à presque 90 ans, et il voulait du Viagra pour donner du plaisir à sa femme. Donc il a dit, mais vous savez, le docteur lui a répondu, mais il n'y a pas que le Viagra. Vous savez, vous pouvez faire, il y a plein d'autres choses que peut faire votre nouvelle compagne. Il y a plein de choses que vous pouvez lui faire qui sont pas au lieu de penser qu'à la pénétration, et que peut-être ça lui fera plaisir de faire autre chose que de la pénétration avec le sexe. Donc je trouve ça très mignon, je trouve ça très touchant de vouloir. Il y a comme Yvon, il veut faire l'amour encore, il veut pas que ça se sache éventuellement qu'il avait eu des problèmes d'érection. Il veut qu'on le regarde comme un homme fort encore à 70 ans passés. C'est mignon quand même, c'est mignon de vouloir, d'avoir cette volonté. Et comme je dis, j'ai découvert que mon père aussi, il était divorcé de ma mère depuis longtemps, mais il avait des copines. Et pareil, lui, il avait du Viagra. Quand il est décédé, on a vidé sa maison, on a trouvé du Viagra et une pompe à faire monter le sang dans son sexe. Ce qui veut dire qu'il voulait encore, à 75, 16 ans, passer, faire l'amour. Et ça, je trouve ça beau. Je trouve ça mais il faut accepter que son corps vieillisse. C'est tout. Et on n'est pas aussi performant à 60, 70, 80 ans qu'on était à 25. Et il faut pas avoir cette nostalgie. ça pourrit la vie. Ouais, c'est l'acceptation. Et quoi, justement, toi, comment tu acceptes? Comment tu l'as réellement vécu d'accueillir cette andropause? Comment tu le vis aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est venu questionner, toi, dans la façon dont tu t'es construit en tant qu'homme? Ça m'a, comme je te dis, ça m'a beaucoup de mes lectures étaient aussi autour de
la masculinité ou la vérité qui peut être toxique. Et j'ai beaucoup lu des auteurs comme Bell Hooks, pardon, et qui m'ont beaucoup ouvert les yeux. Même Virginie Despentes, avec le King Kong Theory et tout ça, ça m'a beaucoup ouvert les yeux. Et je me suis dit, mais vraiment, il faut que tu te questionnes, même si je suis quelqu'un de ouvert, je trouve, je suis totalement égal avec pour ma femme, pour moi, on est sur un pied d'égalité, dans la vie quotidienne. Mais je me dis, il faut que j'aille au-delà de ça. Il faut vraiment voir en moi, euh, qu'est-ce que, au moment où j'étais, cet homme qui voulait dominer, pénétrer, draguer outrageusement, à une époque, oui, j'étais comme tout le monde, tous les hommes. C'est-à-dire tout le monde, non, je suis pas comme tous les hommes, mais j'étais Comme beaucoup certains d'hommes. hommes. Et ça m'a vraiment fait poser de questions et me dire, mon fort intérieur, je m'excuse vis-à-vis de certaines personnes. Parce que je pense que j'ai pas été très respectueux. Donc et donc je me dis tiens, ça m'a fait questionner. Et puis sur le vieillissement, ouais, j'ai parfois du mal à accepter que je vieillis, que je fatigue plus vite. Pas seulement dans l'acte sexuel, dans tous les jours, c'est accepter qu'on doit demander plus de l'aide pour faire des choses qu'avant, et que je ne peux pas m'épuiser à faire des travaux, faire du jardinage, faire trop de projets en même temps, que je dois me ménager un peu plus. Et ça va continuer. J'aurai 63 ans en novembre. Je suis pas très. Avant, on disait qu'à 50 ans, les vieux étaient les personnages. On pensait que nos parents étaient vieux. Et aujourd'hui, à 63 ans, je me sens encore quand même jeune par plein de trucs. Mais je dois me ménager. Et ça m'a vraiment fait penser à ça, que je peux être très fatigué plus vite. Il faut l'assumer. Parfois, je l'assume pas, donc je m'épuise dans les travaux et puis après, je suis épuisé et j'ai mal partout. Et ça te remet à ta place. Oui, j'imagine. Mais si on revient à ta jeunesse, t'étais mannequin, c'est ça? Si j'ai bien compris. J'ai eu une phase de mannequin. Ouais, j'étais mannequin pendant 8 ans. Ouais, ouais. Donc ouais. Ça a eu une influence sur l'homme que t'étais? Dans le paraître, dans cette tenue. Oui, on est dans le paraître, on est complètement dans le paraître. Il faut montrer qu'on est un homme fort, masculin, musclé. On projette une image qui est complètement fausse, qui est complètement fausse par rapport à moi. Dedans, j'étais pas du tout comme ça, mais je le montrais. J'étais obligé de le montrer pour les photos, les défilés et tout ça, et je le montrais. Et maintenant, je regarde ça avec amusement, mais je sais que comme tous ces femmes qui mangent pas parce qu'elles voient dans le pub des filles hyper minces, sveltes et tout ça, et on est à ça. Et moi, je jugeais mes copains, mes amis, hommes ou femmes, je le jugeais sur leur paraître. Et ça m'a pris longtemps pour me dire, mais arrête de juger les gens sur ce qui sont à l'extérieur. Il y a ce que dedans ce qui compte. Est-ce qu'ils sont, tu vois, est-ce qu'ils sont bienveillants, est-ce qu'ils ont du cœur, est-ce qu'ils sont généreux, est-ce qu'ils ont, voilà. Donc ouais, c'était très bizarre. Ça m'a pris longtemps pour me défaire de de ce côté. Je dois me montrer comme ça, je dois être comme musclé, je dois me travailler mon corps tout le temps. Et ça m'a posé beaucoup de questions à l'époque. Mais bon, ça date. Hein, c'est pas. Je suis pas. Ils m'ont pas repris comme mannequin. Actuellement, je suis mannequin. Le culte de la performance, j'entends. Oui, le culte de la performance, du corps, le culte du corps. C'est vraiment. Ça, c'est un truc pour moi. En plus, étant donné que je suis franco-américain, c'était mon côté américain. Je veux dire, au lycée aux États-Unis, il fallait qu'on soit tous musclés et les filles aimaient ça. Donc, on était assez méprisant avec les filles. Et moi, j'étais pas comme ça. Donc, j'ai fait de la muscu parce qu'on devait tous faire de la muscu. Ça faisait partie de nos hobbies. Mais par contre, j'écrivais des poèmes pour les filles, pour mes copines. Je donnais des fleurs. Et souvent, j'ai été rejeté. Je disais, mais t'es pas un mec. T'es pas un mec.
Et je dis, mais si, je suis un mec. Ouais. Oui, si. Non, t'es pas un mec. Un mec, il écrit pas des poèmes, il donne pas C'était pas très romantique, mes copines, hein, au lycée. Donc, j'ai appris que, ouais, il fallait être, elle, culturellement, là où je vivais, en tout cas en Californie, il fallait être comme ça. Elles aimaient les sportifs. Et moi, j'étais pas très Hmm. doué en sport, donc c'était pas, voilà. J'ai pas Hmm. brillé sur Ouais, le terrain de basket ou ça. Dans le football américain, j'ai pas au brillé. football américain, j'ai l'image du quarterback, quoi. C'est ça. J'étais pas doué du tout pour le sport. Non, non, j'avais pas. Non. Je joue au foot. Et aux États-Unis, on jouait pas au foot. C'était très balbutiant à l'époque. Mais non, non, ouais. Je faisais partie de ça. Ouais, ouais, ouais. Hmm, hmm, hmm. D'accord. Et voilà. Le culte de la performance, ouais. Ouais. Et justement, ce corps, aujourd'hui, par ton âge qui passe, cette andropause qui est nue, ouais, quel est ton rapport à ton corps? Comment t'es avec Écoute, ton corps aujourd'hui? j'ai pris du bide comme beaucoup d'hommes et ça me fait chier. Voilà, je suis honnête, Ouais. ça me fait chier, mais j'arrive pas. C'est plus difficile effectivement à mon âge de le faire baisser, malgré le fait que je fais du sport, je fais du yoga tous les jours, je marche, je fais du vélo et puis je vais à la piscine, donc je continue. Je garde une hygiène de vie et je mange plutôt bien, mais probablement trop. Et donc ça m'embête. Et puis quand j'ai un bobo, j'ai mal au genou, ça prend des proportions parfois. Je me dis oh là, mais t'es vieux, tu vas. C'est difficile. Hein, c'est difficile de pas se charger et de ressentir, en tout cas, avoir un ressenti. Ça me déprime un peu quand mon corps ne réagit pas comme je souhaiterais, ou une douleur qui dure plus longtemps dans un genou, dans mon épaule. Et ça me tracasse. Effectivement, ça me Hmm. tracasse, ce corps qui vieillit. Même si, hein, certains diront que j'ai encore des beaux restes. Donc, Hmm, hmm, hmm. voilà, je porte beau, on va dire. Donc, ça va. Les gens qui m'ont dit, ah, mais tu passes bien à l'écran, et ça me fait plaisir. Et, mais c'est vrai que, ouais, quand je vais pas bien ou je me sens un peu malade, et soit je me pousse pour être un peu plus performant et après ça m'épuise, ou soit je me dis non. Quand je suis raisonnable, j'arrive à me dire, ok, t'arrêtes, tu te reposes et puis tu reprendras quand ça ira mieux. Hmm, C'est un hmm. petit combat au quotidien. Ouais. Oui, une acceptation. Mmh. Hmm. Et tu, Tu verras quand tu tu auras l'évoques dans mon âge, jeune homme. Tu verras. Ouais, Ça je va profite pour t'arriver. l'instant. Inéluctable. Et dans le documentaire, tu en parles, je sais que tu en participes. Tu parles les cercles de parole, cercles d'hommes. Euh, Toi, ça t'apporte quoi? Ça m'apporte d'échanger dans un cadre qui est pas officiel. T'es pas en échange avec un psy, juste avec d'autres hommes. C'est d'échanger avec d'autres hommes. J'ai- C'est assez pour moi d'être avec des hommes. Quand les hommes sont, j'ai toujours senti une espèce de compétition avec les hommes entre hommes. Hmm. Et que ce soit dans le boulot, que ce soit, ouais, surtout dans le boulot, dans le sport. Et j'ai jamais aimé cette compétition. Alors, peut-être chez moi, c'est parce que j'ai eu un père violent verbalement et physiquement. Donc, Hmm. je n'ai jamais aimé m'engueuler avec les hommes. M'engueuler, de toute façon, je n'aime pas quand ça monte dans les tours. Et d'autant plus que je trouve que de toute façon, ça ne sert à rien, de façon de s'engueuler, d'hurler dessus. Et, mais j'ai souvent, jusqu'à présent, j'ai pas été très à l'aise. Il fallait que je sois avec des hommes qui avaient, comme moi, un fort côté féminin. Hmm. J'ai été élevé par une mère divorcée. J'ai beaucoup de respect donc depuis toujours pour les femmes. Depuis toujours, j'ai un grand respect en tout cas pour les femmes et j'ai aucun jugement sur l'égalité des sexes. Pour moi, ils sont égales, même si on est différents et on fait des choses que je peux pas faire, comme porter un enfant. Mais ça me donne de renouer avec les hommes, de pouvoir
et Hmm. les écouter d'autres hommes et mais bon, j'ai des amis hommes et puis j'ai des collaborateurs avec qui je m'entends masculins avec qui je m'entends très bien j'ai mais là ça me le cercle mais d'échanger avec des hommes des inconnus et je trouve ça vraiment bien de tout bord de toute nationalité de tout strate de la société. Je trouve ça vraiment intéressant et ça me réconforte en me disant plus on est à réfléchir à notre masculinité, notre virilité, à qui nous sommes face à nos compagnes, compagnons, à nos enfants, à notre vie de famille, une vie professionnelle, plus on y réfléchit, on le discute, mieux on se portera. Et ça me réconcilie avec les hommes. Et c'est drôle, dans le cercle de parole, beaucoup d'hommes ont dit la même chose. J'aime Hmm. pas vraiment les hommes, j'aime pas vraiment traîner avec eux. On se sent tout de suite en compétition et c'est drôle. Et en fait, on est tous un peu pareils. Donc c'est sympa. C'est vraiment sympa ça et ça m'apporte ça. Et on se prend dans les bras. On fait des hugs. Hmm. On fait des hugs et Des- ça, je fais des hugs avec mes filles, ma femme, mais avec les hommes, on est quand même dans un pays où on n'est pas très tactile entre hommes et contrairement à d'autres sociétés. Ça Hmm. me manque. Ça me manque beaucoup. J'aime beaucoup ça. Je partage pleinement, moi, qui ai vécu en Amérique latine où le abrazo Oui, et de culture, effectivement, en France, c'est pas ou peu le cas. Et puis ouais, en plus, surtout chez les hommes, ça vient titiller autre chose, oui, tout à qui est fait. l'homosensualité, Oui, c'est ça. l'homosexualité. Et c'est vrai que je partage, c'est sortir de la compétition avec les autres hommes, voir l'autre homme comme un frère, puis quelqu'un de dangereux, pas un ennemi. Et Tout à effectivement, fait. le rapprochement, le toucher aide dans cela. Et Ah, j'adore ça. il y a des On a ouais, fait un truc, bon, je partage avec toi, c'est un dernier truc, je t'ai un peu interrompu, mais ah oui, on vas-y. a fait dans le Non, groupe non, de t'inquiète. parole, on a écouté le cœur des autres hommes. Et on a mis Hmm. notre oreille contre la poitrine des autres hommes, écouter le cœur. Et ça a été le moment le plus fort que j'ai vécu entre hommes depuis tellement longtemps, en tant qu'être humain, d'écouter le cœur des autres, plusieurs cœurs, on est 12, 11, on était 11 ou 12, 12, ouais, 12. J'ai écouté le cœur de 11 hommes et 11 hommes ont écouté mon cœur. Et je peux te dire que je me dis, ainsi, dans les conflits, dans les moments de conflit entre pays, on venait écouter le cœur des autres. Il faut juste se rappeler qu'on a un cœur parce qu'on n'écoute pas vraiment le cœur des autres, sauf si on est médecin. On écoute le cœur, on entend le cœur de son bébé quand il est dans le ventre de sa femme avant la naissance avec l'échographie. Mais quand est-ce qu'on écoute le cœur d'un autre vraiment? Pour moi, j'ai dit à ma femme, j'ai mis ma tête sur sa poitrine et j'ai dit, je veux écouter ton cœur, mais vraiment l'écouter parce que je trouve, c'était un des moments les plus émouvants. On l'a fait ça en mai ou juin, dans les dernières séances, dans des cercles de parole. Et j'ai été bouleversé. Apparemment, c'est quelque chose qui se fait, parce que c'est d'autres hommes qui font des cercles d'hommes qui le connaissaient, ce truc. Je sais pas si tu le connaissais, mais ça Eh m'a bien, non. bouleversé. Bouleversé. Oui, oui. Je... ouais, ça me met des frissons que tu le partages. Je crois que dans mes cercles, je l'amènerai parce que je trouve ça beau, en fait, simplement. Ouais. Beau et touchant. Merci pour ce partage. Et, il y a encore toi des thématiques qui viennent te titiller, des questionnements au-delà de l'anthropose et de la performance et de la bandaison, etc. Il y a des sujets ou des questionnements qui viennent te dire ah, Oh, après, c'est des questionnements, moi, j'ai des questionnements sur, de toute façon, qui suis-je, où vais-je, même à mon âge. hmm, Et puis on est une famille recomposée, il y a 4 enfants, donc je me questionne tout le temps avec mon rapport par rapport à l'autorité, par rapport comment être un bon père face à mes 3 filles et le garçon de ma femme. Mais bon, ils sont tous adultes, mais ça ne résout pas mes questionnements éternels. Comment partager avec elles, comment arriver à, à garder déjà un dialogue, d'avoir un dialogue permanent avec elles et eux. Et ça, c'est vraiment non, c'est les thématiques, c'est ça, c'est moi un homme face à ses enfants et comment on doit être face à eux aux différents stades de leur vie et d'une autre.
Et c'est toujours un questionnement très riche et qui va continuer. Et puis elles me remettent en question, mes filles surtout me remettent à ma place et me remettent en question. Donc c'est hyper riche et hyper parfois vexant, mais riche. Ouais, ta paternité, quoi, j'entends. Ouais. On approche bientôt de la fin. Ouais, j'aurais envie une dernière fois peut-être revenir au sujet, ou en tout cas ce que ça vient pointer. Ouais, comment on sort de la performance? Comment on sort de cette bandaison à tout prix, de ce rapport à la performance, et puis aussi à l'objectif. J'aurais presque envie de dire d'atteindre c'est quelque chose d'atteindre, à tout prix. Bah, c'est ce que tu dis, c'est d'atteindre. Il faut pas rentrer, et un des personnages dans le film le dit, je vais, quand le désir est là et j'ai envie de faire l'amour et ma compagne ou mon compagnon a envie de faire l'amour aussi, c'est de pas se dire, de pas essayer d'atteindre un résultat. Dans les films porno, on nous montre toujours le mec qui jouit sur le visage de la femme, ou en tout cas la jouissance, chacun jouit en hurlant et tout ça. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Et numéro un, ça devrait déjà le porno en tant que tel, oui, pour donner un peu envie de faire l'amour, pour certains couples, ça aide. Homme ou femme, lesbienne, homo ou pas, ou hétéro, ça aide parfois à stimuler, pourquoi pas. Mais que ce soit un but en soi d'éjaculer et de jouir chaque fois qu'on fait l'amour, peut-être ça n'arrivera pas. Donc il faut pas se mettre cette pression, et il faut être surtout à l'écoute de son partenaire. Et ça veut dire, dès qu'on se met hors de soi et on est en train d'écouter et de demander à l'autre, est-ce que j'ai droit, est-ce que je peux te pénétrer, ou est-ce que je peux te lécher, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux te masser comme ça, est-ce que je peux toucher tes seins, ou est-ce que je peux toucher ton sexe, tout ça fait que tu n'es plus dans la performance, tu es dans l'écoute. Et en rire, hein, faut que ce soit aussi, j'ai une amie qui m'a dit, en voyant ton film et en réfléchissant, bah maintenant quand je fais l'amour, il y a beaucoup plus de discussions et on rit beaucoup plus et on s'arrête, on s'interrompt et puis on reprend, et parce qu'on n'a pas de but. Le but, c'est d'être ensemble. Le but, c'est de partager quelque chose, un moment de tendresse, et voilà. Et pour moi, c'est comme ça qu'on sort de ça. Et tu n'as pas besoin de ça pour avoir du désir, t'as pas besoin d'une érection pour avoir du désir, et t'as pas besoin d'une érection pour jouir. Comme tu dis, il y a énergétique, il y a plein d'autres techniques qui font que qu'on peut avoir une jouissance, mais qui est autre. Et puis apparemment, il paraît que c'est très puissant. Les orgasmes énergétiques, il paraît que c'est très puissant. Je l'ai pas fait, mais il paraît que c'est super puissant. Et on peut même, comme je dis, se faire titiller la prostate. Ils appellent ça le point P. Pas le magasin pour les bâtiments, mais ils appellent ça le point P, vraiment. Et ça augmente l'orgasme masculin. Donc, mais bon, je dis, c'est surtout l'écoute et l'échange et la tendresse et la bienveillance il faut pas se juger ni juger l'autre. Et c'est tout le contraire de ce que la société nous impose et que le porno nous impose. C'est le jugement, c'est d'avoir une grosse bite, de pénétrer durement, d'être violent. Ben non, un partenaire, une partenaire, ils aiment peut-être pas ça, hein, du tout. Donc, il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas la pénétration vaginale. Donc, il faut l'entendre, ça. Et peut-être les hommes non plus. Peut-être il y a des hommes qui n'aiment pas la pénétration, qui n'aiment pas mettre leur sexe dans quelque chose. Donc, je sais pas. Il faut juste être ouvert, ou super ouvert, écouter et partager. Voilà. Ouais, à chacun sa sexualité. Ouais. Oui. Il y a toute c'est comme les masculinités. Il y a plein de sexualités aussi. C'est créer la sienne, amener de la communication, de la joie, de l'humour, comme tu as dit aussi. Et oui, pareil. Et pareil pour l'andropause. Il y a plein d'andropauses différents, comme il y a plein de ménopauses différentes. Donc, il faut être. Et le film est disponible jusqu'à Noël. Donc, allez-y. Jusqu'à Noël 2024 pour l'instant. Voilà. Foncez. Foncez, ouais, effectivement. J'aime toujours laisser un petit espace à la fin de l'interview pour mon invité, sur une réflexion, sur un mot, sur une pensée, sur
quelque chose que tu aurais envie de nous partager et qu'on n'a peut-être pas échangé pendant cette grosse heure passée ensemble. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Je pense que je me dis que il faut s'écouter beaucoup soi-même. Il faut être à l'écoute de nos envies, de nos désirs, et accepter que le vieillissement est inéluctable aussi bien chez l'homme que chez la femme, et que au lieu, si on y arrive, sans prétention, c'est de accueillir tous ces différents changements dans le corps, dans la tête, et sociétal en ce moment, parce que ça bouge, et au niveau de la masculinité, la virilité, et la remise en question de tout ça, si on y arrive, il faut se dire que c'est positif et que ça va faire du bien à tout le monde, et s'accepter tel qu'on est, et accepter qu'il y a des évolutions et que il faut y aller comme une rivière, quoi. Il faut y aller avec le courant, et le courant va dans le bon sens, et moi je suis pour ça. Voilà. Accepter les choses comme elles viennent. Voilà, la pensée. Merci à toi. Merci Rémi pour cette pensée, et merci pour tes lumières, pour te venir être venu parler d'andropause, de pendaison, de toutes ces choses-là. Je pense que ça fera du bien à entendre, que ce soit pour des hommes, même pour des femmes, hein, puisqu'il y a quand même des femmes qui écoutent aussi ce podcast. Donc pour rappel, Andropause, la grande débandade, ton documentaire, comme tu disais, est jusqu'à Noël disponible sur France Télé en replay, donc c'est gratuit, allez-y. Il y a effectivement le bouquin d'Anne-Cécile Michalet sur l'andropause, si des hommes veulent aller plus loin, ou des femmes même aussi, veulent aller plus loin dans ce sujet. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie. C'est un plaisir pour moi. Et puis au plaisir peut-être un jour d'écouter ton cœur. Ouais. Merci. C'est très mignon, bravo. Merci Rémi. Au plaisir, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.